Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons à l'éducation des filles. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la fille. Au même moment, selon une étude de l'ONG One publiée cette semaine, le Mali occupe la 6e place parmi les 10 pays au monde où les filles ont le moins accès à l'éducation. 9 de ces 10 pays se trouvent en Afrique. Nos invités sur ce plateau, Dr Ali Tunkara, sociologue, professeur Clément Dambélé, politologue. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Le classement de l'ONG One indique qu'au Mali, 29,28% des filles ont accès à l'éducation. Le pays est dévancé par la République centrafricaine, le Niger, le Tchad, l'Afghanistan et le Soudan du Sud qui occupent la première position du classement. Un tour d'abord dans la région de Gao avec Madame Fatoumata Touré, directrice de l'ONG GREFA. La scolarisation de la fille est toujours un problème de façon structurelle. Parce qu'elle est entièrement dépendante du comportement social et organisationnel de nos communautés. Et vous savez, la fille, quand elle est dans la famille, dans le ménage, elle très généralement qui sert de ménage à la maman. Donc, on la prépare beaucoup à organiser sa vie familiale future et de s'occuper de sa vie personnelle et professionnelle. Ça, c'est de façon structurelle. De façon institutionnelle, c'est vrai qu'il y a des politiques, il y a beaucoup de politiques qui ont été mises en place pour encourager la scolarisation de la petite enfance et particulièrement celle de la fille. Mais malgré ces politiques, ces politiques-là n'ont pas beaucoup touché les questions structurelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accompagnement en termes d'information, de sensibilisation au niveau des familles pour que la fille ou la femme comprenne, surtout la femme comprenne que cette fille-là, qu'elle est en train de maintenir à la maison pour les travaux domestiques, a aussi une vie à se construire. De façon aussi institutionnelle, vous savez, actuellement dans le milieu nomade, il y a un mode de vie qui n'encourage pas les filles d'aller à l'école. C'est vrai qu'il y a les mariages précoces, parce que quand on prépare la fille à son futur ménage, on la prépare en même temps au mariage. C'est-à-dire que psychologiquement, on la met dans une disposition où elle doit s'occuper beaucoup plus de son futur mariage que toute autre chose. Pour le cas, par exemple, des zones nomades aussi, c'est réellement la même chose. Les populations nomades se déplacent très souvent avec les enfants. Donc la politique scolaire n'est pas très adaptée à la vie nomade. C'est pas du tout adapté. Parce que quand ils se déplacent, ils s'en foutent d'école. Ils se déplacent avec les enfants. Donc quand on ne met pas de mécanisme en place qui leur permettent de se déplacer avec les enfants, ou partout où l'enfant doit partir, surtout la fille, qu'elle puisse aller continuer ses études, convenez avec moi que la fille ne part pas, même si elle commence les études, elle ne pourra pas le poursuivre parce qu'on est éternellement en train de la faire de plus. C'est-à-dire tout ce qui a été mis en place, tous les efforts qui ont été déployés par le gouvernement, par les acteurs de développement, par les organismes de développement, de la promotion de la scolarisation de la petite enfance, y compris celle de la fille, on s'est complètement mis à l'eau avec la sécurité qui est arrivée. De Gao, à présent, cap sur Sikasso avec Daouda Marigo, un habitant de la région. Le problème essentiel dans la région de Sikasso, c'est le maintien des filles. Sinon, quand on voit au niveau des établissements scolaires, on voit que vraiment le ratio est assez satisfaisant. Mais le problème, c'est le maintien des filles. Parce que les filles sont très vite vraiment retirées de l'école à cause des facteurs qui sont assez multiples. Donc c'est ce qui fait que les déséquilibres persistent. Sinon, quand on voit les petites classes, on voit qu'il y a assez de filles. Mais au fur et à mesure que
les choses progressent, bon, on voit qu'il y a vraiment l'abandon ou bien les retraits des filles de l'école. Donc c'est ce qui joue en défaveur vraiment de cette situation. Le premier facteur, je pense que c'est le travail précoce des filles. Parce que les filles sont utilisées pour aider les mamans. Elles sont utilisées dans les petits commerces. Vous allez voir la situation des filles qui sont très nombreuses avec des paniers d'oranges, de papayes qui sont en train de vendre. Et les mamans pensent que c'est vraiment un moyen de les aider très vite sur le plan financier. L'autre facteur aussi, c'est vraiment une peur qui est liée à la religion, parce que les gens pensent que sur le plan religieux, que quand les filles grandissent sans être mariées, bon, tout ce qu'elles commettent vraiment retombe en termes de péché au niveau des parents. Et étant donné qu'avec la multiplication, on a aujourd'hui la floraison des téléphones portables, tout, et donc c'est le mariage précoce qui constitue ce facteur-là. L'autre facteur, c'est vraiment on a au niveau de la région d'éducation les zones d'orpaillage. Donc aujourd'hui, les filles partent pour faire vraiment la main d'œuvre au niveau de ces zones d'orpaillage et qui débouchent à des pratiques qui ne sont pas souhaitées. Donc tout ça, c'est le facteur financier qui est vraiment le premier facteur qui est là. Donc ce sont là qui font qu'aujourd'hui, il y a très peu de filles qui sont maintenues à l'école. De Sikasso, direction à présent à Ségou avec Zakaria Dambélé, directeur d'académie. En ville, nous sommes à peu près, dans certaines localités, nous sommes à 100% ou à plus de 100%, la scolarisation d'une façon générale. La scolarisation des filles, nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à 62, à peu près à 62%, 65% dans certaines localités. Et dans les coins de brousse que ça pêche un peu, où il y a énormément de pesanteurs sociales qui font qu'on n'est pas à mesure, on n'a pas pu être à mesure d'enjamber beaucoup de défis. Les présenteurs, c'est surtout le fait que les garçons, quand ils terminent l'école, alors ils n'ont pas de débouché parce que l'État n'engage plus, n'embauche plus tout le monde. Bon, ça, c'est devenu une situation qui a un peu mis les plombs dans les ailes, effectivement, de la scolarisation universelle, en incluant les filles en particularité. Bon, donc les parents ont choisi entre les garçons et les filles quant à leur scolarisation. Ensuite, il y a le fait que aujourd'hui, on est de plus en plus orienté vers le mariage précoce. Et il y a eu énormément de rencontres, énormément de cadres de concertation organisés pour infléchir cette tendance à travers l'implication des leaders religieux, des leaders de jeunes, des leaders de femmes, pour infléchir effectivement la tendance à ne pas envoyer les filles à l'école. Il y a aussi que les mamans préfèrent garder les filles à la maison pour leur permettre effectivement de prendre garde, de garder les jeunes frères et les jeunes sœurs. Alors, vous venez d'entendre tout de suite le nord, le sud et le centre du pays par rapport à l'éducation des filles. Alors, dites-nous, Monsieur Tunkara, selon vous, qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Bon, au regard de ces différentes interviews, les raisons sont plurielles, notamment celles liées aux présentations socioculturelles évoquées par les différents interviewés. Si vous prenez un peu dans nos différentes cultures, les attentes qu'on a vis-à-vis du sexe féminin, ces attentes font de la femme un être soumis, un être non accompli, un être non ordinaire, à la limite un être moitié de l'homme. Rien que par ces attentes, il va de soi que la fille soit handicapée dans son cursus scolaire. Dans la plupart des sociétés rurales, vous conviendrez avec moi que l'importance que les différentes familles accordent à l'éducation du garçon est tout à fait différente de celle accordée à l'éducation de la jeune fille. C'est pour vous dire que ces présentations sociales sont toujours présentes, mais dans le même temps, une des raisons aussi importantes à évoquer, c'est aussi cette distance à parcourir, notamment en parlant du monde rural malien, entre l'établissement et l'habitat. Dans la plupart de nos villages, le second cycle existerait dans des villages voisins où les filles et les garçons sont censés justement faire la navette ou à la limite s'établir dans le village où il y a le second cycle.
Et il arrive effectivement que parfois les filles qui partent dans ce contexte retournent étant en situation de grossesse. Et ce sont des facteurs qui ont découragé certaines familles à ne plus envoyer les filles au second cycle dans des villages voisins. C'est le cas d'un village que je vais taire le nom ici, de la région de Sigasso, où effectivement on m'a témoigné cela. Mais dans le même temps, il y a aussi le coût financier comme raison. Lorsqu'il y a lié de choisir entre l'éducation d'un garçon et celle d'une fille, naturellement, selon nos attentes culturelles et normatives, le choix est vite porté sur les garçons. Parce que dans l'imaginaire collectif malien, c'est le jeune garçon qui est censé justement assurer la relève. C'est lui qui doit justement s'occuper de tout ce qui est la chefferie. C'est lui qui est censé remplacer les parents une fois que ceux-ci atteignent la vieillesse. Donc c'est pour vous dire qu'à combien nos attentes sont normatives, laquelle normativité accorde peu d'importance à la scolarisation de la jeune fille. Et d'ailleurs, un des interviewés l'a aussi mis en évidence. Il y a ces référents permanents aussi à l'islam notamment, quant à la scolarisation de la jeune fille. Beaucoup pensent que dans les textes, les préceptes religieux, notamment islamiques, une jeune fille a pour finalité d'aller regagner la maison de son mari. Une jeune fille est censée être mariée tôt, c'est d'où le mariage précoce. Une jeune fille n'a pas assuré la chefferie. Une jeune fille n'a pas exercé des métiers que l'école offre justement aux garçons. Donc c'est pour vous dire à combien ces facteurs à la fois socio-culturels et religieux font que la jeune fille, dans le contexte malien, peine à être scolarisée. Même si elle l'est, on a du mal à lui maintenir dans le cursus parce que, je viens d'évoquer tantôt, la question de la licence à parcourir et toutes ces difficultés aussi liées que certains parents éprouvent à même acheter des fournitures. Hein. D'accord. Alors, professeur Dombélé, Monsieur Tunkara vient de nous évoquer quelques raisons tout de suite concernant l'éducation des filles. Partagez-vous son avis? Oui, bonsoir madame. Effectivement, c'est que M. Tunkara vient de dire explique en gros, en espèce, le problème de la scolarisation des filles. Il faut situer cela à 4 niveaux. La première dimension est une dimension religieuse. Pourquoi? Parce que nous avons adopté majoritairement la religion musulmane qui, bon gré mal gré, possède une dimension culturelle qui fait que la femme, la fille, chez nous, on a pensé qu'elle n'a pas raison d'être à l'école, elle n'a pas raison d'être épanouie, elle n'a pas raison de faire ce que l'homme fait. Donc elle est née pour rester à la maison, elle est née pour s'occuper des enfants, elle est née pour s'occuper de la famille. La deuxième raison, si vous voulez, madame, c'est la raison économique. Cette raison économique est due au fait que lorsque les gens ne trouvent pas à manger, lorsque on est dans une population où plus de 60% de la population vit dans la misère, il est de soi que dans ce système patriarcal, que les choix soient portés sur le garçon au détriment de la fille. Malheureusement, c'est le cas dans notre pays. La troisième raison, c'est le chômage. Vous savez, aujourd'hui, il y a 76% de la population malienne est de 18-35 ans. Et quand vous envoyez votre enfant à l'école, que votre enfant termine les études et qu'il ne trouve pas de travail, ça décourage les parents d'envoyer les petits frères et encore moins la petite sœur qui sera plutôt destinée à quitter la famille pour alléger les dépenses de la famille. Ça, c'est un tabou, ça, aujourd'hui, il faut le dire, cette vérité, c'est que la fille qui a 14 ans, qui a 16 ans, constitue une charge énorme pour sa famille et en se débarrassant d'elle, ça, il faut dire cruellement les mots, en se débarrassant d'elle pour l'envoyer chez un mari, ça permet de dire que, voilà, cette fille, elle est partie, ça allège les dépenses de la famille et ça renvoie chez quelqu'un d'autre. La troisième raison, madame, c'est qu'il faut faire la différence entre la zone rurale et la zone urbaine. Plus vous quittez les grandes villes, moins le taux est élevé. Quand vous arrivez dans la grande ville, vous rendez compte que le taux de scolarisation des filles est plus élevé. Je prends le cas de Bamako, il y a un chiffre qui dit que nous frôlons à Bamako à peu près à 45% de la scolarisation, alors que quand on va dans les régions comme Sigasso,
on descend dans les 26%, alors qu'à Caille, nous sommes à peu près à 12%. Ça explique non seulement la dimension culturelle, mais aussi les raisons géographiques, économiques et surtout les raisons politiques, culturelles qu'il faut aujourd'hui évoquer. D'accord. Monsieur Tunkara, par exemple, la deuxième raison que Monsieur Dombélé a évoquée tout de suite, quelle est votre observation par rapport au rôle des parents dans cette situation ? C'est important quand vous assistez avec attention les différentes visites dont une maman fait l'objet une fois qu'elle accouche. Les propos qui sont tenus sont tout à fait illustratifs vis-à-vis de nos attentes sociales. Lorsque le nouveau-né est un garçon, vous allez vous rendre compte que tous les commentaires vont mettre un accent particulier sur ses traits physiques, pour dire que l'enfant est costaud, il est énergique. Donc c'est pour vous dire à combien l'attente qu'elle a souhaité à vis-à-vis de son égard prouve à suffisance que cet enfant est censé assurer la relève. Mais lorsque le nouveau-né est une jeune fille, vous allez vous rendre compte que essentiellement le commentaire va mettre l'accent sur ses traits fins. Elle est jolie, elle est mignonne, même si supposer qu'elle soit même la plus vilaine de la planète, on va juste mettre un accent sur sa beauté physique. C'est pour vous dire qu'à combien on a du mal à établir ces liens directs entre la réussite professionnelle et la scolarisation de la jeune fille. Vous parcourez les différents rapports qui s'intéressent à la scolarisation de la jeune fille. Tout ceci vous diront que lorsqu'une fille est scolarisée, son rendement est supérieur à celui d'une fille non scolarisée à plus de 25%. C'est pour vous dire à combien une telle affirmation peine à s'installer dans nos quotidiens. Effectivement, la deuxième raison qui est évoquée par Dr Clément, qui consiste justement à responsabiliser les parents. Je reconnais que dans certains contrées, l'État éprouve des difficultés à créer des écoles, à envoyer des enseignants où il y a des écoles, mais dans le même temps, il est quand même important qu'on s'interroge sur nos responsabilités locales. Lorsque la fille est donnée en mariage à l'âge de 15 ans ou 12 ans, cela témoigne à suffisance qu'on n'accorde pas d'importance à la scolarisation. Mais dans le même temps, comment pouvez-vous comprendre au XXIe siècle que nous continuons à nier l'intelligence féminine? C'est là toute la problématique. Pour beaucoup de Maliens, jusqu'ici, les femmes n'ont pas, même si elles sont à scolariser, mais elles n'ont pas atteint ce niveau d'intelligence. Donc si les gens continuent justement à établir un lien systématique entre le culturel et le statut inférieur de la femme, parce que là, c'est ça tout l'enjeu en fait, parce que nous continuons à penser que la femme est un être soumis. Et du moment où nous cautionnons, nous légitimons son statut inférieur, difficilement nous pourrons accepter à ce qu'elle ait les mêmes chances de fréquenter l'école et de la quitter étant diplômée au même titre que les garçons. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on s'interroge sur certaines de nos pratiques qui me paraissent tout à fait non orthodoxes. Et il est important que les cultures, à un moment donné de l'histoire, acceptent de faire des entorses. Aujourd'hui, si vous regardez dans la sous-région, à travers le monde, vous allez vous rendre compte qu'on a de plus en plus de femmes avocates, des femmes magistrates, des femmes même présidentes. C'est pour vous dire à combien les clichés, il faut sortir dans ces clichés. Lesquels clichés ne tiennent pas à l'analyse. Donc il est extrêmement important, au-delà même de la responsabilité du pouvoir central, que nos cultures aussi s'interrogent sur leurs limites, que nos compréhensions également acceptent de s'adapter aux réalités du contexte et aux réalités de l'environnemental. D'accord. Alors, professeur Dombélé, certains pensent même que les filles qui vont à l'école sont confrontées à de nombreux obstacles. Selon vous, quels peuvent être ces obstacles-là? L'obstacle, c'est déjà à la maison. Et c'est avant même d'aller à l'école qu'on essaye de faire croire à la petite fille qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas à la hauteur d'un garçon. Et quand on voit comment, comme disait mon confrère Ali Toumara, c'est effectivement que ce sont des a priori, ce sont des constructions idéologiques et mentales qu'on met dans la mentalité d'une femme en lui faisant croire qu'elle n'est pas capable et qu'elle doit se vouer à une autre vocation
que de réussir dans la société. Cela dit, pourquoi je parlais de la culture, c'est que le gouvernement central a une très grande responsabilité dans ce qui se passe. Vous serez d'accord avec moi, M. Tongara, en tant que sociologue, qu'un peuple s'éduque, une population s'éduque. On n'est pas avec une connaissance, ça s'apprend. Aujourd'hui, il y a cette rupture de communication et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Notamment, vous, les sociologues, faites ce travail pour sensibiliser auprès des populations, en montrant que notre société va mourir tant qu'on ne s'ouvre pas au reste du monde. Notre gouvernement et toutes les autorités doivent faire la sensibilisation, l'information, la formation, la mobilisation auprès de toutes les populations pour qu'on comprenne aujourd'hui qu'au XXIe siècle, comme vous dites, que le monde a changé et que nous devons vivre avec notre temps. Depuis sous l'orage de Serou Badian, si vous me permettez cette référence littéraire, que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des millions de canis qui sont en train de trébucher dans la boue de la déchéance, dans la boue des préjugés, dans la boue de l'échec, tout simplement parce qu'elles ont le malheur d'être des femmes. Et ça, ce travail-là est un travail de fond, ce travail est un travail d'information depuis la maison jusqu'à arriver à l'école. La jeune fille, elle ne réussit pas à l'école parce que quand même dans la classe, elle doit s'asseoir derrière et même dans la classe, elle ne doit pas prendre la parole et même dans la classe, elle ne doit pas être excellente. Et quand il y a des exceptions qu'elle est excellente, ça ne se passe pas bien dans la tête des garçons parce que le garçon est né pour réussir et pour commander. C'est une mentalité culturelle que nous avons qui montre que le XXIe siècle n'est plus adapté à cela. Et ces changements culturels, c'est ce que moi j'appelle une véritable politique culturelle de changement, doit être portée par les autorités, par les dirigeants, mais aussi par des intellectuels, et notamment des éminents sociologues comme le Dr Ali Soumara, qui doivent aujourd'hui se lever pour dire nous sommes debout, nous devons faire croire qu'au-delà des combats féministes, que moi-même je condamne parce que je trouve que ça rend la femme victime, c'est la victimisation de la femme, mais aujourd'hui, il faut que nous soyons d'accord tous que l'homme et la femme ont le même droit, ont le même devoir. Que la seule différence n'est qu'une différence de sexe. La seule différence ne peut être que dans l'excellence et non pas dans le sexe, qui fait que quelqu'un est privilégié par rapport à l'autre. Donc, si je comprends bien, vous direz que c'est une discrimination de permettre aux garçons d'aller à l'école et de refuser ce droit-là aux filles? Oui, c'est une discrimination. Et cette discrimination, elle est entretenue d'abord à la maison par les parents. Parce que vous savez, quand vous êtes dans une famille, et que vous êtes le seul garçon ou deux garçons, que vous avez une dizaine de filles autour de vous, vous êtes les privilégiés. Même la grande sœur doit respecter le petit frère, doit se soumettre au petit frère. C'est que cette construction idéologique, mentale, intellectuelle, culturelle, qui se passe au sein même de la famille, est à l'image de toute la société. Vous savez, madame, quand une femme occupe aujourd'hui un poste de responsabilité dans la société, elle doit faire 2 fois plus pour montrer qu'elle mérite ce poste-là. Alors que le garçon, l'homme, peut faire des bêtises, tout ce qu'il veut, et on dirait tout simplement qu'il n'a pas bien géré. Mais lorsqu'une femme ne le fait pas, on dirait qu'elle n'a pas parce que c'est une femme. Donc la féminité n'est pas une fatalité, et ce travail de fond, d'information, de formation doit être mené par les politiques, mais aussi par les intellectuels. D'accord. Merci, Monsieur Dambélé. Alors, Monsieur Tunkara, partagez-vous le même avis que Monsieur Dambélé par rapport à cela? Non, c'est important et il met en évidence l'entité familiale qui me paraît aussi importante. Si vous prenez un peu le garçon, la jeune fille, vous allez vous rendre compte que au sortir de l'école, on attend beaucoup de la jeune fille à la maison. Elle est impliquée dans la réalisation de toutes ces tâches ménagères, contrairement aux garçons. Je crois que ce sont des pratiques qui induisent nettement le champ de réussite de la jeune fille, parce que elle doit avoir un temps pour réviser ses leçons, elle doit avoir un temps pour se concentrer sur ses cours, mais tout cela est hypothéqué par nos pratiques ou par notre vision même sociétale. Je crois que là, je reconnais avec Dr Dambélé que le pouvoir central a un rôle extrêmement important, notamment la création des infrastructures éducatives, l'envoi des professeurs dans les écoles, même aussi des politiques publiques en faveur du genre ou de la femme. Mais en dépit de tout cela, je crois qu'il est extrêmement important et que dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, filles et garçons doivent non seulement fréquenter l'établissement, mais de la même manière. Il est extrêmement important. Et pour ce faire, je crois que toutes les solutions ne sont pas forcément que politiques.
elles sont à la fois religieuses, voire culturelles. Elles sont religieuses en ce sens que si vous lisez tous les textes sacrés, que ce soit en islam ou chez les chrétiens, vous allez vous rendre compte que, sauf si on se livre à une lecture tronquée ou une lecture isolée, sinon toutes ces religions, l'islam, le christianisme, encouragent la scolarisation de la jeune fille. Il y a aussi, j'ai évoqué tantôt, l'aspect culturel. Vous prenez un peu, dans la plupart de nos sociétés rurales, les filles ne sont pas déscolarisées parce que les gens tiennent à l'islam ou au christianisme, mais elles le sont par le simple fait que nous avons des attentes qui font que la jeune fille, elle doit s'occuper de ses tâches ménagères, la jeune fille, c'est elle qui doit nous donner à manger, c'est elle qui doit nous préparer de quoi, c'est elle qui doit nous donner à boire, elle doit nous préparer de quoi manger. Donc c'est pour vous dire que le référent religieux qui est souvent utilisé comme argument ne tient pas à l'analyse si vous créez à fond. Dans certaines localités, à la limite, où l'animisme est tout à fait pratiqué. Donc c'est pour vous dire que ce n'est ni l'islam, ni le christianisme qui serait à la base, justement, de cette déscolarisation de la jeune fille ou du non-maintien de la jeune fille. Parce que dans la plupart des localités aujourd'hui, elles accèdent à l'éducation. Mais le problème qui se pose fondamentalement à elles, c'est comment les maintenir du primaire au supérieur. Pour vous dire qu'à combien il y a un effet de reproduction. Même l'institution scolaire également, elle a quand même sa part de responsabilité. Vous avez des enseignants qui ont des comportements sexistes. Elles vont systématiquement envoyer les jeunes filles à s'occuper de tout ce qui est l'entretien de la cour. Elles vont même systématiquement décourager certaines filles à emprunter des voies qui peuvent les conduire à des carrières dans la magistrature, à des carrières dans des domaines dits des sciences exactes. C'est pour vous dire aussi qu'effectivement, l'institution scolaire s'est aussi inscrite dans la reproduction. Le fait que, si vous regardez certaines filières, elles ne font que reprendre ce que le social nous a légué. Vous allez dans les filières où les secrétaires sont formés, dans les filières où les sages-femmes sont formées, vous ne trouverez quasiment pas d'hommes. C'est pour vous dire que l'institution scolaire également, à son tour, n'encourage pas les filles à non seulement se maintenir à l'école, mais dans le même temps à emprunter des longues études. Lesquelles études peuvent les aider à carrément bouleverser l'ordre aujourd'hui qui est établi. Cet ordre-là, on ne peut le bouleverser que si seulement si les filles elles-mêmes atteignent un niveau supérieur tout à fait enviable. D'accord. Mais dans vos propos, vous avez fait mention d'un aspect. Donc, si je comprends bien, ces raisons-là peuvent être les causes, disons, par exemple, même si certaines filles sont autorisées par leurs parents à aller à l'école, elles auront des problèmes avec leur mari à travailler après. C'est une certitude parce que si vous regardez dans la plupart des cas, les filles qui ont eu la chance de poursuivre les études ont pu quitter l'école étant diplômées, ont du mal également du point de vue social à s'insérer professionnellement parce que c'est là. Nous pensons d'emblée qu'une femme, elle est un objet sexuel. Cet imaginaire collectif fait qu'aujourd'hui, beaucoup de maris refuseraient à leurs femmes diplômées d'exercer un emploi salarié. C'est pour vous dire à combien le problème est quand même sérieux parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'à compétence égale, la fille ou la dame, elle n'arrive pas à jouir pleinement de toute son intelligence. Il n'y a pas le simple fait que le mari demeure dans les clichés. Pour la plupart des maris, lorsque nous allons au lieu du travail, c'est le harcèlement sexuel qui est une pratique, mais sauf qu'on oublie que effectivement ce harcèlement est orchestré et entretenu, légitimé par ces mêmes hommes-là. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on comprenne la femme en tant qu'égale de l'homme, mais si nous continuons à la maintenir dans ce statut de l'être inférieur, dans ce statut d'un objet sexuel, difficilement ses capacités intellectuelles ne pourront émerger. Donc je crois que c'est une bonne chose que la fille accède à l'éducation et dans le même temps la quitter étant diplômée, mais dans le même temps il faudra que nos pratiques culturelles, que les maris acceptent aussi que le diplôme obtenu par la femme arrive aussi à lui servir. Donc je crois qu'il est extrêmement important, au-delà même de l'envoi et du maintien à l'école, qu'une fois diplômé, qu'on accepte
que les filles exercent de la même manière que les hommes des emplois qui seront pourvus ça et là. Mais Monsieur Dambélé, êtes-vous avec nous? Professeur Dambélé. Alors, nous allons revenir à Monsieur Tunkara. Tout ce que vous venez de nous dire tout de suite. Donc, selon certains hommes, il y a de ces femmes qui, quand elles sont assez indépendantes, elles changent d'attitude et haussent le ton sur leur mari. Est-ce une crainte des époux? C'est important. Quand vous allez demander à 10 hommes aujourd'hui, au sortir de ces studios, au moins 9 sur 10 vous diront qu'ils préfèrent avoir une femme lettrée. Mais quand vous creusez avec eux, ils vous diront que lorsqu'une femme atteint ce niveau d'instruction, elle est moins soumise à son mari, elle l'obéit peu. C'est pour vous dire que nous sommes dans une contradiction totale. L'autonomisation de la femme, qui explique le pourquoi aussi de la domination masculine. En fait, il y a une raison fondamentale pour comprendre le pourquoi les hommes dominent, parce que les hommes détiennent majoritairement le pouvoir économique. Donc beaucoup d'hommes craignent à ce que leurs femmes soient autonomes du point de vue financier, parce que la domination masculine ne peut avoir sa légitimité, n'a pour fondement que cette dépendance que la femme manifeste vis-à-vis du mari. Donc, qu'une femme ait accès à une activité rémunérée, cela suscite aussi des craintes chez les hommes, parce qu'ils préfèrent maintenir les femmes dans un statut inférieur, ils préfèrent maintenir les femmes en tant que des êtres soumis. C'est d'où toutes ces oppositions auxquelles nous faisons l'objet quant à l'accès de la femme à une activité rémunérée, quant à l'accès de la femme à des études aussi poussées, telles que le cycle ingénieur, le cycle doctoral. Tout cela témoigne à suffisance à combien nous sommes dans une contradiction totale. Nous voulons à la fois avoir une femme lettrée, une femme qui serait au diapason de l'évolution, mais dans le même temps, ces craintes culturelles qui consistent à dire que lorsqu'une femme atteint ce niveau, à la limite, elle devient même une prostituée, parce que pour beaucoup, lorsqu'on atteint ce niveau, voilà, donc on n'est pas à l'abri de la prostitution. Lorsque la femme atteint ce niveau, elle sera moins soumise à son mari. Donc vous comprendrez aisément que ces craintes qui n'ont pour fondement que les clichés, ces craintes qui n'ont pour fondement que même la non-compréhension du sexe féminin font qu'aujourd'hui beaucoup de femmes justement peinent à jouir pleinement de toutes ces capacités qu'elles ont tant du point de vue intellectuel, tant du point de vue financier. Donc cela est aussi même ce qui est inquiétant. On l'observe. Même dans les milieux dits intellectuels. Vous avez des maris qui ont atteint ce niveau d'instruction, mais lesquels maris aujourd'hui éprouvent toutes les difficultés à ce que leurs femmes aillent au travail. Donc c'est pour vous dire à combien empêcher les femmes d'accéder à un emploi rémunéré n'est pas l'apanage du seul monde réel ou du seul monde non lettré. Même dans le milieu lettré également, ce sont ces mêmes clichés légués par la socialisation, légués par l'éducation qui continuent à rythmer le quotidien des populations. D'accord. Alors, professeur Clément, est-ce que selon vous, on peut dire que l'indépendance de la femme, une femme intellectuelle, est peut-être une cause de crainte pour les époux ou les hommes? Oui, c'est l'une des causes, mais je pense qu'il faut remonter très loin. Vous savez, l'Homo erectus a quitté l'Afrique il y a 3,2 millions d'années. C'est qu'à partir de l'Homo habilis, l'homme a constitué la famille. C'est-à-dire que mon confrère Toumara, il sait mieux que moi, il est mieux placé que moi pour ça. Mais quand l'Homo habilis a constitué la famille, Jean-Jacques Rousseau nous rappelle que l'homme va chasser, va ramener à manger, et la femelle, donc la femme, doit s'occuper de la maison. À partir de là, l'homme a pris un pouvoir sur la femme, c'est ce qu'on appelle le pouvoir décisionnel. Il ne s'agit pas aujourd'hui simplement d'aller à l'école pour que les hommes soient égaux ou que la femme puisse avoir son indépendance, son autonomie, mais c'est une question de mentalité, de comportement, de civisme. Cela va très très loin en fait. Il ne faut pas voir seulement la dimension scolaire des choses pour que la femme se libère. Et de toutes les façons, et je le dis et je le répète, tant que nous avons pensé qu'il faut un quota pour les femmes, tant que nous continuons à dire que oui, mais il faut donner des droits aux femmes, les femmes n'auront jamais de droits, vous savez. Parce qu'on pose les femmes comme des victimes, comme si le quota des femmes, les femmes sont les chiffres qu'il faut 50%, 40%. Les femmes ne sont pas des chiffres. Les femmes sont des êtres humains comme les hommes
elles ont les mêmes droits, elles ont les mêmes devoirs, elles ont les mêmes capacités que les hommes. Et ça, tant que nous n'avons pas éduqué le petit garçon et la petite fille avec cette mentalité, tout ce que nous faisons, même si on les envoie à l'école, ça ne changera pas. C'est vrai que le taux de scolarisation des filles, qui est très bas, joue aussi en défaveur des femmes. Et ça explique en gros, quelque part, cette dépendance intellectuelle des femmes. Mais quand on franchit la limite de cette dépendance intellectuelle, on se rend compte que le tranché est tellement long qu'il faut analyser encore plus loin pour que la femme puisse se franchir du carcan dans lequel elle se trouve. Et ce carcan est un carcan idéologique, c'est un carcan culturel, c'est un carcan religieux, c'est un carcan économique, comme disait M. Touara. Il a tout à fait raison. Mais pour cela, et je vous rappelle que Karl Marx disait que pour mesurer le développement, le niveau de développement d'une société, il faut simplement regarder la place occupée par les femmes. Et ça, ce sont les femmes qui vont conquérir. C'est là. On a beau dire aux hommes de laisser une partie du pouvoir aux femmes. Ils ne laisseront pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui laisse le pouvoir par plaisir de donner aux autres. Non, c'est les femmes qui doivent conquérir ce pouvoir-là. Et ça passera pas par le combat, mais ça passera par des décisions stratégiques des gouvernants. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, si vous imposez le quota, si vous dites par exemple que le gouvernement demande faire la politique pour qu'il y ait le taux de scolarisation des filles soit plus élevé et que ça soit appliqué, vous allez voir que ce taux va élever. Si le gouvernement fait en sorte que les filles soient encouragées à aller à l'école, ça va se faire. Si le gouvernement met en place des stratégies pour empêcher la déscolarisation massive des filles, cela va se faire. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est le problème d'une volonté politique culturelle qui n'existe pas chez nous et que nous sommes dans une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom, qui fait que d'un côté, on veut l'épanouissement des femmes, de l'autre côté, nous ne voulons pas cet épanouissement parce que nous ne voulons pas laisser le levier stratégique du pouvoir. Voilà ce qui est dommage, c'est que ça va changer parce que de toutes les façons, pour terminer, il y a 3 niveaux. C'est que Alice sera d'accord avec moi que lorsque vous êtes dans les grandes villes plutôt, les filles vont à l'école. Il y a beaucoup de filles qui vont à l'école. Il y a des filles qui font des grandes études dans les grandes villes. Et que de toutes les façons, on n'a pas le choix dans les grandes villes pour que l'homme et la femme puissent travailler. Ça, c'est l'imposition des nouvelles données économiques et financières qui s'imposent aux familles. Parce que nous quittons de plus en plus la notion des grandes familles pour aller vers les familles nucléaires, les petites familles. On n'a pas le choix. On est obligé aujourd'hui de faire travailler les femmes pour que la famille soit plus rentable, pour qu'il y ait plus de rentrées d'argent dans la famille. De l'autre côté, quand vous allez dans les villes intermédiaires, il y a une certaine réticence qui est là parce que l'homme peut subvenir plus ou moins aux besoins parce qu'il y a l'intermédiaire entre la grande famille et la petite famille. Mais quand vous allez dans les zones rurales où il n'y a pas ces développements économiques, il n'y a pas ces grandes impositions financières, la femme est reléguée au dernier plan pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses. Mais la véritable raison, c'est parce que l'homme est éduqué dans l'esprit phallocratique qui fait que l'homme a le pouvoir sur la femme. Point, c'est tout. D'accord. Mais selon vous, est-ce possible de changer cette situation réellement? Le changement viendra du civisme, madame. Vous savez, moi, je suis ceux qui pensent que l'homme ne peut changer que par sa civilité. Nous sommes des êtres civilisés. Et nous n'étions pas comme ça il y a 100 ans. Nous avons évolué. Et de toute façon, qu'on le veut ou pas, le 21e siècle s'impose. La globalisation s'impose. La mondialisation s'impose. Elle n'est pas toujours négative, cette mondialisation. L'interculturalité, le multiculturalisme s'impose à notre société. Et nous avons tout à fait l'intérêt de changer parce que de toutes les façons, nos enfants vont comprendre que l'intérêt d'un homme viendra par l'épanouissement de sa femme. D'accord. Alors, M. Tounkara, selon vous, est-ce possible de faire face à cette situation? Oui, le champ de solutions reste pluriel également. Il va de soi que le pouvoir public également, notamment l'élite politique, lie la parole à l'acte. En fait, si vous regardez de 62 à la réforme de 2011, vous allez vous rendre compte que toutes ces réformes opérées au niveau de l'éducation au Mali ont mis un accent particulier sur la scolarisation de la jeune fille. Mais lesquelles réformes, si vous allez sur le terrain, ont du mal à se concrétiser par le simple fait qu'il y a quand même une absence totale aussi de la volonté
politique, c'est que la femme, non seulement ait accès à l'école, mais dans le même temps qu'elle la quitte étant diplômée. Donc je crois qu'à ce niveau, au lieu de rester dans la rhétorique, je crois que moi, mon entendement, il serait bon qu'on ait plus de femmes magistrates, qu'on accepte de nommer des femmes gouverneurs des régions, qu'on accepte qu'il y ait des femmes généraux au sein de nos forces de sécurité et de défense. Les populations croient plus à ce qu'elles voient qu'à ce qu'elles entendent. Si vous regardez, si vous écoutez avec attention les différents discours de nos politiques, ils font tous allusion ces discours à l'émancipation de la femme. Mais au sein même déjà des partis politiques, très peu de partis accepteraient que les femmes soient tête de liste. Vous comprendrez aisément qu'on est dans les sensationnels. Mais sinon, les solutions, elles ne décollent pas, elles n'émanent pas de l'extérieur, mais elles sont plutôt du local, et notamment surtout sur l'échiquier politique. Il y a beaucoup d'efforts à consentir, qu'on accepte que les femmes soient ministres. Davantage, si vous regardez le gouvernement actuel, vous avez très peu de femmes, vous allez au Parlement, vous avez très peu de femmes. Comment voulez-vous que les femmes ou les populations qui sont réticentes vis-à-vis de la scolarisation de la jeune fille aient le courage d'envoyer leurs filles à l'école? Et du moment où l'élite politique elle-même peine à cautionner ces changements tant voulus à opérer, qui peinent à être opérés. Donc je crois qu'il est extrêmement important que l'élite politique accepte justement d'opérer les changements sur elle-même d'abord, afin de la proposer aux populations, notamment rurales. Mais concrètement, que faut-il faire pour améliorer cela? Alors, dans un premier temps, j'avais évoqué la question de la distance. Quand vous allez un peu dans le monde rural, c'est que ce qui pose énormément de difficultés aux populations, c'est toute cette distance à parcourir pour accéder à l'éducation. Je crois qu'il faut rapprocher l'école aux populations. Ça, c'est une des solutions. Mais une des solutions également, c'est d'encourager les quelques filles qui accèdent à l'école par des mesures d'accompagnement telles que attribuer des bourses de formation, du cycle supérieur, voire des bourses doctorales aux filles, mais dans le même temps qu'on réserve un quota lors de différents recrutements aux femmes. Bon, c'est vrai que certains vous diront que l'idée du quota n'est pas de la bienvenue, mais moi je trouve que vu l'ampleur du fossé entre hommes et femmes, il est quand même extrêmement important qu'on ait un quota à chaque recrutement. Lorsqu'on recrute pour la magistrature, qu'il y ait au moins 10% de femmes. Et lorsqu'on recrute pour nos forces de sécurité et de défense, qu'il y ait au moins 10% de femmes. Une fois que l'équilibre est retrouvé, on peut aller sur des bases tout à fait égalitaires. Même si l'idée du quota peut paraître comme discriminante, mais c'est une discrimination qui est quand même positive, parce qu'aujourd'hui, à compétences égales, vous conviendrez avec moi, même les recruteurs sont tentés justement à plutôt porter leur choix sur des hommes que sur des femmes. Donc c'est pour vous dire que ces pesanteurs, on ne peut pas les nier. Elles se manifestent partout. À force de se manifester partout, même les politiques eux-mêmes ont du mal aujourd'hui justement à les dépasser. Je crois que l'idée du quota est une des solutions, mais une des solutions également qui pourrait aussi encourager les filles qui quittent l'école sans qualification ou sans étant non diplômé, c'est d'appliquer toutes ces conventions internationales sous-régionales ratifiées par le Mali. Comment faire en sorte que ces conventions soient domiciliées? Parce que toutes les conventions relatives à l'élimination de la discrimination contre la femme sont ratifiées par le Mali, même pas avec réserve, mais sont vraiment ratifiées entièrement. Mais lesquelles conventions aujourd'hui peinent à être réalisées parce qu'il y a un décalage total entre le local et ce qui est emprunté de l'international. Donc qu'il y ait effectivement ces conventions soient domiciliées, mais dans le même temps qu'il y ait quelques filles qui accèdent à l'enseignement supérieur, de les encourager par des bourses de formation, de les encourager également au niveau de l'instruction professionnelle, et surtout d'accepter à ce que ces femmes-là aient des postes à responsabilité. Parce que si vous prenez un peu le corps de la police, vous allez vous rendre compte qu'à peine vous avez 50 commissaires. Vous prenez également au niveau de nos forces de sécurité, vous avez à peine 5 généraux, enfin, ou haut gradés femmes. Donc c'est pour vous dire qu'à combien, au niveau institutionnel également, il y a vraiment des efforts à consentir. Vous prenez l'Assemblée, vous avez moins de 20 femmes députées. Tout cela prouve à suffisance qu'il y a vraiment des efforts à consentir, lesquels efforts doivent aller par des choix raisonnés, lesquels choix me paraissent tout à fait aussi légitimes à les opérer. Merci M. Tunkara. Cela me fait à ce débat sur l'éducation des filles. Nos invités, Dr Ali Tunkara, sociologue, professeur Clément Dambélé, politologue. C'était une présentation de Fatmata Togola, à la mise en œuvre de Salim Djouara. La régie vidéo est assurée par Peting Diarra. C'est une réalisation et une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.